flaque 38. Un Flak 38. Le Flak 38, c'était un canon antiaérien allemand de la Seconde Guerre mondiale. C'est un canon léger. Pourquoi on dit ça léger? Parce qu'en fait, c'était un canon qui permettait d'essayer d'abattre en fait, les avions en basse altitude. Ce qu'on appelait les Jaeger bombers. C'était la chasse alliée qui essayait d'attaquer à basse altitude les cibles d'opportunité. Donc ce canon, en fait, qui a existé pendant toute la guerre, est équipé en fait, d'un canon de 20 mm. À tir rapide, la cadence de tir à 200 coups minute et peut tirer jusqu'à 2 km. Donc 2 km par rapport à la flaque lourde qui est en fait les canons antiaériens à plus gros calibre, c'est pas grand chose, hein, parce qu'ils pouvaient aller jusqu'à 10 000 km sur ce qu'on appelle les fameux canons de 88 qui eux plutôt étaient orientés pour essayer d'abattre les bombardiers américains ou britanniques qui voulaient à très haute altitude. Celui-ci c'est vraiment plutôt pour des petits chasseurs qui roulaient en rase-note et justement qui essayaient de faire des attaques surprises en fait sur les cibles qu'ils pouvaient détecter. Donc c'est pour ça que l'élément clé de ce type d'équipage, c'était la rapidité, comme vous avez pu voir, pouvoir déployer leurs pièces le plus rapidement possible pour faire face à une attaque surprise. La particularité de ces équipages, c'est qu'en fait c'était les seuls en cas d'attaque aérienne comme ça, de justement rester à leur poste et au contraire d'essayer d'abattre les chasseurs ennemis pendant que en fait, tous les autres soldats se mettaient à l'abri. Donc c'est pour ça que la coordination et la rapidité de l'équipage étaient clés. Donc comment cette pièce fonctionne en fait? Vous avez plusieurs servants. Un servant qui est clé, qui est le tireur. Le tireur qui en fait, avec une pédale de pied, va engager le tir. Lui, son rôle, ça va être de justement tirer avec la caisse et de viser
et les cibles ennemies. Il a à sa disposition 2 viseurs. Un viseur anti-aérien qui est justement adapté pour essayer de tirer sur les cibles aériennes, et un viseur terrestre qui effectivement permet aussi de tirer sur des cibles au sol. Donc ce canon pouvait tirer différents types d'obus. Il y avait des obus explosifs, donc il y avait surtout une vocation à être utilisé contre des cibles au sol molles, donc de l'infanterie, des véhicules légers. Des obus incendiaires, ça qui était principalement utilisé contre les avions anti-aériens, sur les avions, pardon, pour pouvoir justement essayer d'y mettre le feu en les touchant. Et des obus perforants pour essayer de, encore une fois, tirer sur des cibles légèrement blindées, pas des gros chars, mais des véhicules plutôt militaires avec un petit peu de blindage pour essayer de les détruire. C'était une pièce qui était très polyvalente et qui justement avait cet avantage d'être utilisée tout autant en anti-aérien qu'au sol. Donc ça c'était le rôle du tireur. La deuxième personne qui était indépendante de la pièce, c'était le chargeur. Vous pouvez le voir, il pivote en même temps que le reste de la pièce. Lui, son rôle, c'est de s'assurer que l'approvisionnement de la pièce est en continu. C'est-à-dire qu'il a des chargeurs entre les jambes, c'est des chargeurs de 20 coups. Son seul rôle, c'est de s'assurer en fait que chaque chargeur, en fait, un chargeur arrive à la fin. Vous voyez les petits orifices ici qui permettaient en fait ici, sur le chargeur qui était engagé, de s'assurer combien de coups il restait. Et dès qu'il voyait que le chargeur était bientôt vide, il devait très rapidement désengager le chargeur et en mettre un nouveau. C'était son seul rôle, s'assurer que justement le tireur puisse faire feu en permanence en continu, sans qu'il y ait une rupture du feu. Par contre, il était accompagné d'une ribambelle d'approvisionneurs, qui sont au nombre de 5-6, qui eux, leur rôle était justement de s'assurer qu'il y avait toujours des chargeurs entre les jambes de l'approvisionneur, des chargeurs entre les jambes du chargeur. Et pour ça, en fait, il faisait des allers-retours avec un stock de munitions qui était toujours excentré de la pièce, pour la simple et bonne raison qu'il stockait toujours les munitions assez loin du canon, parce qu'en cas de coup au but, il ne fallait pas que ça détruise la pièce. C'est des techniques qui font toujours aujourd'hui, malheureusement on voit encore en Ukraine, justement entre les canons, soit des canons antiaériens ou des canons d'artillerie, les stocks de munitions sont toujours excentrés pour cette raison-là. C'est pour ça qu'il y avait un certain nombre d'approvisionnaires qui permettaient d'alimenter la pièce. Donc c'est pour ça que c'est un travail d'équipe pour s'assurer que la cadence de tir de 200 coups minutes soit maintenue. Effectivement, si dans cet enchaînement une personne n'arrive pas à faire son rôle, ça diminue d'autant la cadence de tir de la pièce. Donc c'est pour ça que son déploiement, mais aussi son utilisation, est une question de coordination, d'entraînement. Et c'était des flakistes qui étaient des soldats allemands qui étaient spécialisés dans la DCA, la défense antiaérienne, s'entraînaient énormément à tous ces mécanismes pour que ça devienne des automatismes. Une autre personne clé de la pièce, c'est cette personne-là, qui est équipée d'un télémètre. En fait, c'est comme des grosses jumelles, mais qui permettent en fait de donner des informations supplémentaires sur une cible aérienne, à savoir, ou aussi terrestre, ça marche aussi sur le terrestre, à savoir estimer sa vitesse et son altitude. Pourquoi on avait besoin de ces informations-là? Parce qu'en fait, ces informations-là étaient renseignées dans un calculateur sur la pièce. Bonne appréciation. Là, sur droite. Vous avez ici un calculateur où on venait renseigner justement les informations que les télémétreurs renseignaient, qui permettait en fait, c'est l'ancêtre de l'ordinateur, de venir créer sur leur organe de visée un hologramme. Un hologramme qui se décalait pour pouvoir en fait faire mouche. Parce qu'en fait, quand on essaie de tirer sur une cible en déplacement latéral, forcément si on vise cette cible, comme à la chasse ou n'importe quel aimant, en fait la balle va passer derrière la cible. Donc pour pouvoir toucher un objet en déplacement, on va tirer devant. Et justement pour calculer ce point de convergence de tir qui est devant l'avion, ces paramétrages vont être retranscrits sur ce hologramme qui va permettre d'aider le tireur d'ouvrir le feu. Donc, à l'époque, c'était quand même de la haute technologie. Aujourd'hui, on a des missiles, on a quelque chose comme ça, mais à l'époque, c'était vraiment la pointe de la technologie. Et encore, c'est sur une pièce légère. Sur des pièces beaucoup plus lourdes, c'était encore plus développé. Il y avait justement des batteries entières avec des gros radars et des calculateurs énormes de taille de bâtiments, de camions qui aidaient à calculer tout ça. Donc, c'était pas juste une question d'essayer de tirer sur un avion, il y avait tous ces systèmes d'aide à la visée qui existaient déjà à l'époque. Donc les flakistes, donc la flak, flak ça veut dire Figure Abwehr Cannon, donc canon anti-aérien, tout simplement DCA en français, on connaît plus le terme de DCA en français. C'était des soldats qui étaient spécialisés là-dedans, ils étaient très redoutés par l'aviation alliée, ils étaient très efficaces, ils avaient du bon matériel, mais surtout ils étaient extrêmement bien entraînés. Et il y avait plus de 300 000 soldats dans la flak pendant la guerre, qui surtout étaient principalement de l'Allemagne. Les bombardiers alliés ont malheureusement eu beaucoup de pertes au-dessus de l'Allemagne du fait de la flak, elle était très redoutée. Et c'était des pièces qui étaient déployées sur tout type de sites à protéger, donc évidemment les villes allemandes, mais ça peut être des sites militaires, un site comme celui-ci qui est une base de V1, et justement il y avait un intérêt de le défendre en déployant des pièces de flak.
Et c'était aussi des unités qui pouvaient être qui étaient incorporées dans des divisions d'infanterie qui les accompagnaient sur chaque division allemande avait de la flak dans ses rangs pour justement se défendre des attaques antiaériennes. Donc l'uniforme qu'on représente ici, c'est l'uniforme typique d'un flakiste, donc c'est le bleu, c'était le bleu typique de la Luftwaffe, qui était l'armée de l'air allemande, et avec des bagues de col rouge, parce que justement c'est l'insigne de cette couleur rouge de la flak allemande dans la Luftwaffe. Voilà, je crois vous avoir tout dit. Est-ce que vous avez des questions? Alors ça c'est lié à la bois d'un canon. la dalle, ils ont volontairement gardé Attends, ne demande pas le kilo tout de suite. Ça va être plus simple pour le... Là, faut qu'on le ramène à l'entrée. On ramène à l'entrée comme ça on va approcher. Oui, surtout que c'est Emilien qui l'embarque. Ouais. Maintenant sécurisez-le bien là, parce que là il prend la route. Donc, attends. Les gars, il passe le monde là. Excusez-nous. Un par un devant le mur. Un par un. Un par un. D'accord. Un bandeau sur les yeux pour le... 3/4. Quoi? 3/4. Fliegenalarm! Genau, aufstellen!